Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire sur la conception et l'animation des ateliers numériques. Aujourd'hui, on va partager ensemble des bonnes pratiques à ce sujet-là. Quelques informations pratiques avant de commencer. Je vous invite à vous exprimer via le chat YouTube et pour ceux qui n'ont pas de compte YouTube, vous pourrez le faire dans une session de questions-réponses dédiée à la fin du webinaire via WooClap. Vous pouvez dès à présent vous reconnaître dans le chat, donc en mentionnant votre prénom, votre structure et les actions de cette structure. Vous pourrez retrouver le support du webinaire en fin de webinaire. Nous vous l'enverrons par email et il sera retrouvé directement sur le lien du live à la fin de cette diffusion. Donc, si vous voulez le revoir en replay, il sera disponible immédiatement à la fin du live. Merci à tous avant tout d'assister à ce webinaire. Je vois qu'on est assez nombreux aujourd'hui. On est plus de 200 pour le moment. Merci à tous de vous présenter dans le chat. Je me présente aussi de mon côté. Je m'appelle Lucille Feldman et je suis chargée de l'animation chez WeTakeCare. WeTakeCare, c'est une association qui vise à mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Pour ça, on conçoit des solutions numériques grâce à une équipe chargée de produits, des développeurs et notre équipe d'ingénieurs pédagogiques. Aujourd'hui, on a plus de 85 000 aidants qui sont inscrits sur notre plateforme Les Bons Clics, qui vise à permettre aux apprenants d'apprendre le numérique et aux aidants d'avoir un centre de ressources pour accompagner des personnes sur le numérique. Et on a plus de 100 000 personnes inscrites sur Les Bons Clics. On a aussi un pôle conseil qui nous permet d'accompagner des organisations publiques ou privées sur leur stratégie d'inclusion numérique. Et enfin, on a un média et on publie des études de référence avec des partenaires pour faire de la sensibilisation au sujet de l'inclusion numérique. Quels sont les objectifs de ce webinaire aujourd'hui? Alors pour commencer, on va apprendre ensemble à cadrer une offre à l'échelle de sa structure, donc une offre de formation. Puis on va identifier des astuces pour concevoir une formation. On va aussi s'intéresser au sujet de l'animation, donc comment adapter sa communication et l'espace à son auditoire et aux activités qu'on propose. Et enfin, on va découvrir ensemble différents types d'activités pour engager les participants. Donc, commençons par notre première partie qui s'appelle « Concevoir une formation » du cadrage à l'élaboration d'activités. Donc, avant tout, il y a 5 étapes clés dans la conception d'une formation. Le cadrage de son offre, dont le produit final peut être une fiche projet qui définit les objectifs et les modalités du projet en fonction des ressources et des moyens disponibles. On a pour ça une phase exploratoire qui peut être menée et qui va être très utile si on veut avoir plus de renseignements sur ces publics, par exemple. Et pour vous donner un exemple de situation de cadrage pour que ce soit un peu plus concret, si vous souhaitez animer des ateliers dans une structure mais que vous avez très peu d'équipements, vous allez peut-être vous orienter plus vers des cafés-débats sur certaines thématiques plutôt que sur de la formation qui demanderait des équipements par participant, donc en animation collective par exemple. Donc ça, c'est un exemple très concret de la manière dont on va moduler son offre en fonction des ressources matérielles et humaines qu'on a à disposition. Une fois le projet bien défini, on peut partir sur la scénarisation de ces ateliers, donc la conception et la scénarisation. Par exemple, si je souhaite animer un atelier numérique sur le sujet des fake news, ce sera le moment de m'instruire, donc de mener mes recherches sur cette thématique que je peux ensuite construire via une mind map, on va dire organiser via une mind map. Et c'est aussi le moment de bâtir un synopsis pour mes activités avec des objectifs, un timing et une description des activités que je vais mener pendant cet atelier. Enfin, vient la médiatisation. Donc c'est la phase dans laquelle je vais construire et préparer tout ce qui est support, quiz, exercice ou jeu, tout ce que je vais utiliser comme média en fait pendant l'atelier. Ici, il y a aussi un sujet par rapport au droit d'utilisation de certains contenus sur lesquels il faut que je sois informée. Et enfin, vient le temps de l'animation. Donc, dans ce temps-là, nous, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est tout ce qui est en lien avec la communication verbale et non verbale. Donc, comment est-ce que je peux travailler ma communication verbale et non verbale pour animer au mieux mon atelier.
Comment est-ce que je gère mon espace aussi en fonction des activités que je propose? Comment je gère des apprenants qui vont être en difficulté par rapport à d'autres apprenants qui vont être plus à l'aise pour qu'ils se sentent inclus? Et enfin, comment je gère des apprenants perturbateurs? Donc ça, c'est tout ce qu'on va voir en lien avec l'animation. Et enfin, on ne se penchera pas particulièrement dessus, mais je trouvais ça intéressant de l'évoquer quand même, c'est l'évaluation de la formation. Donc à la fin de votre série d'ateliers ou même d'un atelier, vous pouvez proposer à vos apprenants, par exemple, de vous faire un retour ou bien de remplir des questionnaires de satisfaction anonymes pour pouvoir ensuite améliorer votre offre. Alors, je vois qu'il y a une question sur le support de présentation. Effectivement, le support de présentation sera envoyé à la fin du webinaire. Vous le recevrez par email soit aujourd'hui, soit demain. Passons maintenant au cadrage de l'offre, donc la première étape dont on parlait. Avant tout, si c'est une thématique qui vous intéresse, parce qu'on va l'évoquer, mais si vous voulez aller plus en détail, vous pouvez aller sur les bons clics dans la thématique développer son activité. Ici, vous trouverez toutes les différentes étapes décortiquées pour mieux cadrer son projet. Vous avez d'ailleurs un guide qui est dédié au cadrage du projet d'inclusion numérique, donc avec certaines questions et certaines ressources à votre disposition. Donc, pourquoi est-ce que vous menez ce projet? Pour qui? Qu'est-ce que va devenir ce projet? Qu'est-ce qu'il va être? Et quels seront vos partenaires, par exemple? On met aussi à votre disposition un article là-dessus. Et enfin, vous avez aussi des parcours qui sont dédiés, donc en fonction du type de structure que vous souhaitez créer notamment et du lieu où vous voulez organiser votre formation. Donc, par exemple, dans une petite commune, dans une structure d'insertion ou dans un espace numérique en libre accès. Je reviens à la présentation, excusez-moi. Comment est-ce que vous pouvez définir votre public cible? D'abord, on vous propose un guide d'entretien à mener avec les publics et aussi une trame pour organiser une réflexion collective auprès des personnes qui font partie de votre structure ou des acteurs présents sur le territoire. Une fois que votre public cible est mieux défini, vous pouvez idéer sur l'offre. Pour ça, de même, on vous propose une trame et un support à projeter pour vous permettre d'organiser une réunion de sensibilisation qui vous permettra de définir quel sujet vous voulez aborder, à quelle fréquence, etc. Ensuite, vous pouvez resserrer l'entonnoir dans une troisième partie en diagnostiquant l'offre existante sur le territoire, donc quels autres acteurs sont présents sur votre territoire, quels acteurs de l'inclusion numérique en particulier évidemment, donc est-ce qu'il y a des espaces en accès libre, des opérateurs de services essentiels qui vont pouvoir se charger de certaines parties des démarches, des francs services ou des conseils numériques. Donc voilà, histoire que vous ayez une offre complémentaire avec votre territoire. Et enfin, dans un dernier temps, vous pourrez évaluer les moyens existants et les ressources que vous avez à disposition à mobiliser lors de cette formation. Une fois que vous avez réalisé ces 4 étapes, vous pourrez du coup définir plus précisément quel type de formation vous proposez, quel type d'accompagnement, et notamment cadrer un programme. Donc, par exemple, une séance par semaine avec 10 personnes maximum dans une salle de la bibliothèque qui permet d'accueillir et qui est équipée en ordinateur. Et une fois que vous avez sélectionné votre thématique, on passe du coup à ce que je vous disais au sujet de l'instruction. Alors, l'idée de l'instruction, c'est de se renseigner sur la thématique, d'organiser ses recherches pour pouvoir ensuite proposer du contenu pédagogique aux personnes qui viendront à vos ateliers. Une fois que votre sujet est bien calé, comment est-ce que vous pouvez choisir vos sources d'information pour être sûr qu'elles soient fiables? Alors, quelques conseils assez rapides. On vous propose de vérifier l'émetteur avant tout. Est-ce que vous connaissez la personne qui a rédigé, par exemple, tel article ou telle étude? Sinon, on vous invite à vérifier sur Wikipédia qui est cette personne ou bien à aller dans la section Nous connaître qui est présente sur beaucoup de sites et qui vous permet notamment d'identifier s'il y a des partis pris dans le discours de la personne. Si vous ne trouvez pas d'informations sur l'auteur, on vous invite à vous méfier du coup des informations que vous manipulez. De même, on vous invite à vérifier le type de contenu. Donc, en fonction du type de contenu que vous trouvez, les informations seront plus ou moins factuelles et fiables. Donc, par exemple, s'il s'agit d'une tribune ou d'un éditorial, il s'agit plus d'avis que de faits en réalité.
Et à ce moment-là, ce sera à prendre avec des pincettes. Il y a d'ailleurs des décodeurs qui existent, ce qu'on appelle les décryptages de la part des grands médias qui existent et qui peuvent vous aider à identifier des fausses nouvelles. Donc, par exemple, les décodeurs qui est l'outil de décryptage du Monde, Check News, AFP Factuel ou 20 minutes Fake Off. Donc, souvent, ils vont prendre une fake news qu'ils ont vue apparaître et ensuite la déconstruire et remettre les bonnes informations à leur place en fonction des informations fiables qui ont été trouvées pendant le travail journalistique. Enfin, on vous invite aussi à prendre en compte la date. Donc, les infos changent avec le temps, évidemment. S'il n'y a pas de date, prenez aussi avec des pincettes cette information. Et enfin, recontextualiser l'information. Donc, vous pouvez, par exemple, remonter à l'origine de l'information lorsque vous trouvez un bout d'étude ou un bout de document ou un bout de discours pour bien remettre cette information dans l'ensemble de son contexte. On vous met un lien vers les recommandations du gouvernement à ce sujet-là, d'ailleurs, si ça vous intéresse. Pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, du coup, comme je le mentionnais, vous recevrez le support aujourd'hui ou dans les prochains jours avec tous les liens que vous voyez apparaître juste ici. Une fois que vous avez commencé vos recherches, on vous invite notamment à organiser des veilles. Ça va vous permettre de vous tenir au courant de l'actualité de l'inclusion numérique notamment ou du numérique et la technologie. Pour ça, vous pouvez définir des alertes sur Google ou sur des outils comme Talkwalker qui vous permettent de recevoir à une fréquence donnée des actualités sur la base de mots-clés que vous avez définis. Ça peut être aussi intéressant de s'abonner à des newsletters de médias et d'acteurs de l'inclusion numérique. Donc là, bien évidemment, je cite la newsletter Les Bons Clics, mais vous avez aussi les newsletters de Numérique en commun, du Labo Société Numérique, ou de hubs d'inclusion numérique qui sont implémentés par exemple dans votre département ou dans votre région. Sur ce qui concerne le numérique et la tech, vous pouvez vous abonner à Pixel, qui est une newsletter qui est fait par le monde là-dessus, enfin un média qui est fait par le monde là-dessus, ou Next Impact. Comment vous pouvez organiser votre veille une fois que vous avez toutes ces informations et toutes ces ressources? On vous invite à utiliser des outils comme NetVibes, Stemple et Pocket, qui s'appellent des agrégateurs, qui vous permettent du coup de concentrer dans un endroit des liens que vous avez trouvés. Vous pouvez aussi utiliser vos favoris, mais si vous avez beaucoup d'informations, ça peut être plus intéressant de passer par des agrégateurs. De plus, on vous invite à ordonner vos idées soit via un tableau, soit via des cartes mentales ou des arborescences. Donc pour ça, vous avez des outils comme Key, Padlet, ClickUp, Mindomo sur ce qui est MindMap, MindMaster pareil, Notion ou Evernote qui vous proposent ces différentes options. Quelques remarques à ce sujet-là. L'instruction, elle ne se fait pas que via Internet. Si vous en avez le temps, vous pouvez appeler des experts sur le sujet ou aller interroger les publics sur les besoins qu'ils ont par rapport à certaines thématiques ou sur leur vécu sur certaines thématiques. Enfin, en tant qu'animateur ou que médiateur numérique, professionnel ou bénévole, vous n'êtes pas censé être un expert. Votre pouvoir à vous, c'est de transformer la matière pour la rendre accessible à des gens. Donc, il y a une limite, on va dire, à cette recherche qui ne doit pas durer des années. Vous ne faites pas une thèse, vous animez des ateliers sur le numérique. Si vous avez besoin de plus de conseils au sujet de cette veille, je vous invite à vous rendre sur la ressource Réussir sa veille sur l'inclusion numérique qui est disponible sur les groupes. Une fois que vous avez passé cette phase d'instruction et que vous avez enrichi votre sujet, que vous avez pris connaissance du sujet, de sa complexité et de différentes sous-thématiques, vous pouvez passer à la création de votre atelier et à la scénarisation de ces activités. Avant tout, quels vont être les objectifs de votre atelier numérique? On va apprendre ensemble à définir des objectifs tout de suite et on va voir quelles sont les bonnes astuces pour bien les définir. On va commencer par citer un exemple. Donc, par exemple, l'objectif ici, ça va être se protéger des fausses nouvelles sur notre atelier ou notre activité. Et pour ça, on veut que notre apprenant puisse dire dans ses mots ce qu'est une fausse nouvelle, identifier les moyens pour évaluer la pertinence et la qualité d'une information sur Internet, identifier les biais cognitifs, donc les failles dans le cerveau et dans le traitement de l'information, et distinguer une vraie info d'une fausse information. Et enfin, on aimerait bien que notre apprenant apprenne à créer une fake news. La première astuce au sujet de ces objectifs pédagogiques, c'est que vous pouvez les décliner en 3 niveaux.
c'est quelque chose qui vous permettra notamment d'avoir des idées sur des activités que vous pouvez faire. Le premier objectif, c'est l'objectif terminal, donc ça va être le but ultime de votre formation. Par exemple, manipuler une souris d'ordinateur. L'objectif intermédiaire, c'est ce qui va permettre de manipuler une souris d'ordinateur. Et pour ça, vous pouvez le décliner en 2 ou 3 objectifs, par exemple, qui vont être manipuler les boutons de la souris et déplacer la souris sur le bureau. Donc, on décompose en fait cette action, cet objectif terminal en plusieurs sous-objectifs. On va encore du coup redécomposer sur les objectifs opérationnels. Et donc là, ce sont les objectifs les plus importants, puisqu'ils vont être très précis et vous permettront de rien oublier au moment où vous allez concevoir vos activités et, par exemple, créer des consignes pour certaines activités. Donc, pour manipuler les boutons de la souris, il y aura, par exemple, faire un simple clic, faire un double clic, faire un clic droit, un clic gauche et manipuler la molette. Voilà, ces 3 niveaux d'objectifs, c'est des choses qui vont vous permettre d'être assez exhaustif et de vous garantir que vous enseignez bien tout ce qui est en lien avec une action. Ensuite, le deuxième sujet, c'est d'utiliser des verbes d'action spécifiques et mesurables dans vos objectifs et non des objectifs pédagogiques et non des verbes, pardon, excusez-moi, je reprends. Donc, essayez d'utiliser des verbes d'action que vous pourrez observer chez votre apprenant plutôt que des verbes d'action qui sont trop génériques et peut-être un peu mentalistes. Donc, comprendre et savoir, c'est assez dur de l'évaluer en pratique. Alors que si vous utilisez des verbes comme cibler, choisir, identifier, c'est quelque chose que vous pourrez vérifier lorsque votre apprenant le réalisera. Donc, soyez aussi précis que possible dans la manière dont vous formulez vos objectifs. Ça vous aidera notamment à développer des activités par la suite. À ce sujet-là, alors on la voit très mal, je pense, sur la slide, mais il y a ce qu'on appelle la taxonomie de Bloom, qui est très utilisée en pédagogie et qui vous permet notamment d'avoir différentes listes de verbes d'action dans lesquelles piocher. Enfin, le dernier élément important en termes d'objectifs, c'est d'adapter le niveau cognitif de vos activités à votre public. Donc, si le niveau cognitif de votre activité est trop complexe, cela risque de faire paniquer votre apprenant, et si le niveau est trop facile, ce dernier risque de s'ennuyer. Donc, il y a une zone d'approximation du niveau cognitif de votre apprenant qui est à trouver pour que ce soit réalisable tout en comportant quand même une part de défi. Maintenant, voyons ensemble les méthodes pédagogiques qui sont utilisées dans les différentes activités. L'idéal dans un atelier, c'est de faire varier ces méthodes pédagogiques, donc d'avoir différents types d'activités qui vont utiliser différentes de ces approches. Un autre élément assez important, c'est qu'on apprend mieux en se trompant, donc vous pouvez privilégier les méthodes interrogatives, analogiques et actives que je vais vous présenter juste après, qui sont assez utiles pour permettre à un apprenant de comprendre des notions. Alors, la première méthode pédagogique, c'est la méthode qui est dite démonstrative. Donc, vous montrez concrètement à un apprenant comment faire, par exemple, pour télécharger une application, et l'apprenant observe, écoute et éventuellement reproduit. La deuxième méthode, c'est la méthode qui est dite magistrale, donc celle qu'on connaît tous, puisque c'est celle qui est la plus présente dans l'enseignement primaire, secondaire, etc. Et à ce moment-là, l'animateur va expliquer comment télécharger une application et l'apprenant écoute, prend des notes et pose des questions. Vous avez aussi la méthode dite interrogative. Donc là, vous allez interroger le participant. Est-ce que vous savez télécharger une application? Ça vous permet notamment de vérifier les premières connaissances de l'apprenant à ce niveau-là, et ça l'engage notamment. Et à ce moment-là, les apprenants cherchent des réponses, mais eux-mêmes peuvent aussi poser des questions à ce moment-là. Il y a la méthode analogique, donc il s'agit de faire une comparaison ou une métaphore qui va permettre à l'apprenant de s'appuyer sur un exemple concret qu'il connaît pour mieux comprendre une notion que vous souhaitez lui expliquer. Donc, par exemple, si on parle de stockage de mémoire, vous pouvez filer une métaphore sur la valise que vous allez mettre en comparaison avec le téléphone et les applications qui ont un poids. Les apprenants, eux, de leur côté, ils vont partir de cette situation concrète pour mieux faire le lien avec le concept que vous souhaitez expliquer. La dernière méthode, c'est la méthode active. Donc ici, vous pouvez par exemple proposer à des apprenants de se mettre en binôme et leur demander de réaliser une activité. Donc, aller chercher une application et noter des informations.
Et ça permet aux apprenants d'être en autonomie pour réaliser ces démarches. Donc vous adoptez un rôle de facilitateur, mais vous ne fournissez pas la réponse, donc vous les engagez vraiment à ce moment-là. Donc, comme je vous le disais, les 3 dernières méthodes sont assez importantes pour bien comprendre, pour que les apprenants comprennent bien leur sujet. Donc n'hésitez pas à y avoir recours et peut-être privilégier pendant certaines séances. Ensuite, une fois que vous avez connaissance maintenant de ces méthodes pédagogiques, vous pouvez concevoir l'activité et donc la scénariser en mentionnant les objectifs pédagogiques, l'action que l'apprenant va réaliser pendant votre activité, la méthode pédagogique que vous utilisez, les modalités individuelles, collectives, en binôme, etc. Ce que vous allez faire de votre côté, c'est-à-dire les consignes que vous allez énoncer et la manière dont vous allez animer l'activité, l'apport notionnel, c'est-à-dire ce que vous allez transmettre aux apprenants comme notion pédagogique, la durée, donc vous pouvez d'ailleurs sous-découper, et les supports que vous allez utiliser. Donc les supports, c'est une étape qu'il ne faut pas oublier puisque ça va vous permettre notamment de bien préparer vos séances et de bien cerner de quoi vous avez besoin avant un atelier. Pour vous donner un exemple, si on a l'activité pédagogique avec l'objectif distinguer une fake news d'une information fiable, votre objectif, vous le mentionnez juste ici. Dans cette activité, l'apprenant va lire l'article d'un blog et il va devoir repérer les indices de fiabilité afin d'évaluer l'article. La méthode utilisée, c'est une méthode active, puisque l'apprenant est autonome là-dedans. Vous ne lui donnez pas la réponse, vous l'invitez vraiment à réaliser l'activité. La modalité, ça va être en binôme. Ça, c'est vous qui le choisissez du coup. Donc, vous voulez qu'il y ait 2 apprenants qui collaborent ensemble là-dessus. Et vous souhaitez, et en termes de modalité d'animation, vous allez d'abord annoncer la consigne au groupe, puis organiser les binômes, puis interroger les participants pour leur permettre ensuite de corriger tous ensemble ce qu'ils ont trouvé comme indice de fiabilité. L'apport notionnel, du coup, il porte sur les indices de fiabilité pour détecter une fake news. Votre durée, vous la définissez juste ici. Et en termes de support, par exemple, vous avez les ordinateurs pour les participants, une feuille pour les participants pour qu'ils puissent noter leurs activités et un tableau blanc pour corriger et noter les outils. Une fois que vous avez défini du coup le scénario de votre activité et de votre atelier via ces multiples activités, je vais peut-être attirer votre attention sur les consignes. Donc, il y a un effort quand même de formulation des consignes à faire pour qu'elles soient aussi claires et explicites que possible. Par exemple, ici, dans l'exemple 1, vous avez la consigne « Identifier les animaux qui sont des oiseaux ». Cette consigne-là, elle est peut-être un peu floue, notamment par rapport à la procédure. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a des procédures de guidage dans les consignes et qu'il faut qu'elles soient assez explicites, donc évidemment pas trop longues, mais quand même suffisamment explicites pour que l'apprenant n'ait pas trop de charge mentale, on va dire, à s'approprier cette consigne-là. Et donc, une consigne qui serait plus appropriée dans ce cas-là, ce serait « lisez la liste des mots ci-dessous, puis soulignez tous les animaux qui sont des oiseaux ». Donc là, on renseigne la consigne avec des instructions claires et des actions concrètes qui sont « lisez et soulignez » et non « identifiez ». Un autre exemple de consigne qui peut être améliorée, c'est pareil, comparer les 2 applications météo ci-dessous. Donc, de même que pour la première consigne, ici, on n'a pas vraiment de guidage dans la procédure de réalisation de l'exercice et on n'a pas non plus de critères donnés pour comparer les applications. Donc, il manque d'informations. Enfin, il y a un verbe dit mentaliste qui est utilisé, qui est comparer. Donc, comparer, ça peut être un verbe qui peut être assez flou si on n'a pas de base de critères et si on ne donne pas la procédure par laquelle on doit comparer ces deux applications. Une consigne qui serait du coup peut-être plus pertinente, ce serait « Munissez-vous de votre smartphone pour faire vos recherches sur le Play Store ». Donc, première étape, qui est une indication sur comment trouver ces applications avant tout. Puis, notez par écrit. Donc là, on renseigne la forme par laquelle cette activité doit être rendue.
les éléments identiques et les éléments différents des 2 applications selon les critères suivants. Et là, on renseigne du coup ces critères, la note, le poids, la date de sortie, et on renseigne notamment le temps qui va être dédié à cette activité. Peut-être un point d'attention, il est important d'éviter des verbes dits mentalistes. Donc comparer, par exemple, c'est un verbe qui peut être assez flou. Il y en a plein d'autres qui sont utilisés très très fréquemment dans les consignes. Donc ça va être analyser, comprendre, interpréter, caractériser, justifier, etc. Je vous renvoie aussi à ce sujet-là vers la taxonomie de Bloom qui peut vous aider à trouver des verbes qui seront plus parlants, plus précis et qui vont vraiment relever plus de l'action. Et donc qui seront plus facilement appropriables, disons, par les apprenants. Attention aussi à ne pas trop simplifier les consignes. Donc c'est ce qu'on voit dans l'exemple 1 et 2. Il y a une volonté d'avoir une consigne très courte, mais parfois ça fait qu'on manque d'expliquer la procédure. C'est important aussi de donner une limite de temps et enfin d'expliciter les différentes informations que je présente juste ici. Donc le but, la procédure, quels sont les cheminements obligatoires ou possibles pour parvenir au résultat. Donc, je vous remets la slide juste avant, mais le cheminement, c'est munissez-vous de votre smartphone pour faire vos recherches sur le Play Store. Les conditions, donc vous avez 15 minutes et vous devez restituer les éléments de comparaison sous la forme d'un tableau. Là, on parle d'une autre consigne, donc il s'agit de restituer les indices de fiabilité des informations. C'est le critère qu'on choisit du coup, pour ces informations. Et on a aussi des éléments de guidage, donc par exemple, s'appuyer sur les indices qui ont été listés par le formateur juste avant au tableau. Quelques astuces pour aider à restituer une consigne, ce serait d'écrire la consigne au tableau et vous, en tant qu'animateur, de la verbaliser à voix haute, donc de vous mettre à la place de l'apprenant, donc de noter les étapes et de mimer un peu le raisonnement que va suivre l'apprenant, voire l'exercice en donnant un exemple assez rapide. Si vous êtes intéressé par le fait d'améliorer vos consignes, je peux vous renvoyer vers ce qui a été théorisé par Zakharachuk, qui résume différents types de consignes, donc des consignes buts, des consignes procédures, etc. Voilà, si ça vous intéresse. Maintenant, on passe à la partie dite de médiatisation. Donc, comme je vous le disais, pour animer un atelier, vous allez avoir besoin de supports. Ça peut être des supports à projeter, ça peut être des images, des articles, etc., ou des vidéos parfois. Toute création est automatiquement protégée par le droit d'auteur, donc attention à la manière dont vous utilisez des ressources pour vos ateliers et renseignez-vous sur les conditions sous lesquelles vous pouvez les utiliser. En effet, un créateur il peut décider de qui utilise ses œuvres et comment. Donc c'est souvent inscrit sur les conditions générales d'utilisation des sites des créateurs. Donc souvent, vous pouvez le voir en fin de site ou dans la page dédiée. Pour vous donner juste un exemple, par exemple, les bons clics, ce sont des ressources qui vont être sous licence Creative Commons. Ça veut dire que c'est une licence qui permet à des auteurs d'autoriser des personnes à utiliser les créations tant qu'ils sont mentionnés lors de la diffusion comme créateurs. Ici, si vous regardez les CGU qu'on stipule sur notre site, il y a quand même mentionné qu'on ne peut pas utiliser les ressources pour un usage commercial et on ne peut pas les modifier. Donc voilà, c'est des informations qui vous permettent d'identifier ce que vous pouvez faire ou ne pas faire avec différentes ressources. De manière générale, si vous tombez sur une ressource qui vous intéresse et que vous souhaitez diffuser pendant votre classe, vous pouvez vérifier cette licence et mentionner l'auteur ou le citer ou rendre le lien visible, par exemple, s'il s'agit d'une vidéo YouTube. On précise ici une liste qui vous sera du coup partagée dans le support avec quelques outils numériques pour concevoir et animer des ateliers. Donc Canva, ça peut être utile pour tout ce qui est support, Genially aussi, et notamment au moment de l'animation. Vous avez des logiciels pour les vidéos, donc QuickTime, etc. Booklab, que je vais utiliser pendant ce live d'ailleurs, qui est un outil super pour tout ce qui est interaction, mais qui passe par le numérique. Donc à voir en fonction de l'appétence ou des compétences numériques de vos apprenants. Klaxoon, Kahoot, etc., qui se rapprochent de Booklab. Certains sont gratuits, certains sont payants. Certains ont des versions gratuites qui sont assez larges et qui vous permettent beaucoup d'usages sur ça. Si vous avez envie d'aller plus en profondeur sur le sujet de la conception d'une formation, je peux vous montrer rapidement ce qu'on vous propose sur les bons clics. On a donc un guide
sur la conception de la formation qui reprend les différentes étapes que je vous ai présentées, donc cadrage, médiatisation, etc., avec plein de bonnes astuces. Et on a aussi une playlist avec toutes les astuces, qui sont mises sous forme de vidéos, qui sont des formats assez courts, d'1 ou 2 minutes. Alors, je m'excuse vraiment, vous allez voir que ça rame un petit peu. Mon ordinateur est généralement pas mal affecté par les lives. Ah super, ça a chargé. Donc voilà, ça c'est l'exemple du guide sur la conception de la formation. Donc ici, on vous propose de définir le cadre, de formuler vos objectifs, de réaliser votre instruction, concevoir un scénario pédagogique, médiatiser le contenu et enfin évaluer le dispositif de formation. Donc là, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas pendant ce webinaire, mais du coup, vous pourrez vous renseigner plus en détail là-dessus à travers ce guide. Et ici, vous allez pouvoir voir la playlist avec nos différentes astuces. Alors, excusez-moi pour le temps de chargement. Alors oui, je vois un commentaire, j'en profite sur la qualité. Effectivement, sur YouTube, vous pouvez définir les paramètres de qualité, donc augmenter à 720 pixels pour mieux voir le contenu, par exemple. Alors, voici la playlist dont je vous parlais. Donc, vous avez des astuces sur formuler les objectifs pédagogiques, etc. On vous permet aussi de vous outiller sur les bons clics, d'ailleurs, de voir comment vous pouvez utiliser les bons clics pour animer des ateliers. Un autre point, c'est que si vous êtes assez limité en termes de ressources, de moyens, vous pouvez bien sûr vous appuyer sur les trames, les bons clics. Je vous présente rapidement ce qu'on appelle nos kits ateliers. Ce sont des kits qui comportent du coup des trames, des formations interactives qui sont des supports que vous pouvez projeter ou que vous pouvez faire réaliser à vos apprenants pendant une séance, des fiches résumées que vous pouvez distribuer à la fin. Donc là, par exemple, on a la thématique « Comment se protéger des fausses informations ». Vous avez une indication de temps sur ce que ça vous prendrait, le niveau qu'on attend à l'entrée de séance de la part des apprenants. Et vous avez aussi des exercices ludiques. Donc là, c'est un quiz qui s'appelle Info ou Infox, par exemple, que vous pouvez faire réaliser de manière collective à vos apprenants en le projetant, ou qui peuvent réaliser chacun sur leurs appareils. Donc, je vous montre un exemple de trame d'animation. D'ailleurs, ça peut aussi vous inspirer si vous souhaitez vous-même faire vos propres trames sur le format qui est mis en place. Donc ici, vous avez, comme je vous disais, la durée, le niveau, les objectifs pédagogiques, les prérequis des apprenants et ce que vous devez mobiliser avant de commencer. Donc les différentes ressources que vous devez préparer. Et tout est décomposé en sous-activités comme on vous indiquait tout à l'heure, en fait, avec le temps qui est renseigné, les objectifs, etc. Ah, on a un commentaire de Pita de la Vallée qui dit qu'elle a utilisé l'animation sur Doctolib hier et que c'était super. Merci beaucoup pour ce retour, Pita. Je vous présente tout de suite ce qu'on appelle les formations interactives, qui sont du coup des supports que vous pouvez projeter en parallèle de cette trame et sur lequel vous pouvez vous appuyer. Alors, je m'excuse encore pour le délai de chargement. Je pense que mon ordinateur n'est peut-être pas assez puissant pour cette activité. Du coup, les formations interactives, pour vous expliquer, c'est quelque chose qui est aussi disponible sur l'espace apprenant. Donc, ces derniers peuvent aussi la suivre depuis leur espace à eux. Donc, ça peut être intéressant s'ils sont équipés de leur côté. Ils peuvent notamment poursuivre les activités s'ils ont envie par la suite. Donc ici, voilà, il y a différents types de formats, des petites étiquettes qui vont être tournables parfois, ou bien des quiz, des panonceaux ouvrables, disons, avec beaucoup d'illustrations pour bien engager les apprenants quand même, et pour leur donner envie, puisqu'il faut que ce soit ludique et qu'ils prennent du plaisir. Et enfin, on a la fiche résumée. Donc la fiche résumée, c'est le débrief que vous pouvez partager à la fin de l'atelier, et c'est quelque chose qui va permettre à l'apprenant de se souvenir de ce qu'il a vu pendant la séance. Donc d'un atelier à l'autre, ça peut être assez utile, et si les personnes ont par exemple un petit classeur sur un site de séance, elles peuvent mettre toutes leurs fiches résumées là-dedans pour voir comment elles progressent au fur et à mesure. Alors, continuons rapidement maintenant avec les bonnes pratiques pour animer un atelier. Donc avant tout, comment lancer et débuter un atelier?
Vous pouvez avant tout accueillir les personnes, donc en les saluant et en étant assez chaleureux, vous présenter, faire un petit icebreaker. Donc pour information, un icebreaker, c'est quelque chose c'est un brise-glace, pardon, on utilise un anglicisme, mais c'est un brise-glace qui permet de créer une atmosphère bienveillante et chaleureuse au sein de votre atelier. On vous recommande quand même que les icebreakers ne soient pas en lien avec le fond de votre activité ou de votre contenu. Donc ça peut être sur quelque chose de complètement différent. L'objectif, voilà, c'est vraiment juste de créer une ambiance conviviale. Ensuite, vous pouvez inviter les participants à se présenter pour débuter cette séance, recueillir leurs attentes. Ça, c'est très important, notamment pour définir après les objectifs qu'ils ont et qui vont être couverts ou pas couverts pendant les cycles d'animation. Donc, ce à quoi vous allez répondre immédiatement après en annonçant les objectifs de votre séance d'animation et l'agenda de cette séance ou des formations à venir. Et ensuite, vous pouvez expliciter votre approche pédagogique et les règles que vous mettez en place dans votre séance. Donc, par exemple, pour vous donner des exemples d'approche pédagogique, vous pouvez dire échanger dans le non-jugement, donc que chacun soit libre de s'exprimer, de donner son opinion, et les autres doivent s'engager à écouter ces personnes sans jugement ou faire des erreurs. Donc, le fait que personne ne doit avoir honte ou s'excuser de ne pas savoir, et qu'on est tous obligés de se trouver pour apprendre. Donc, voilà, c'est des principes pédagogiques qui peuvent mettre en confiance et les apprenants en fait en début de séance. Et ça fait aussi une forme de petite charte de début de séance pour s'assurer que chacun a bien conscience du climat que vous voulez instaurer du climat bienveillant, du coup, que vous voulez instaurer dans votre séance. Maintenant, en tant qu'animateur, quelques petites astuces face à des problèmes auxquels on est tous confrontés, je pense. Notamment soulager son trac. Avant tout, déculpabiliser de ressentir du trac, c'est tout à fait normal. Le trac, c'est avant tout un signe de motivation et une marque de respect en fait aussi pour votre auditoire. Si vous avez le trac, c'est que ça vous tient à cœur, donc c'est plutôt bon signe. Et un autre conseil, c'est évidemment de maîtriser un minimum son sujet. Ce qui provoque le trac, souvent, c'est le fait d'avoir peur d'être désarmé ou d'être confronté à de la nouveauté. Donc, vous pouvez pour ça juste répéter votre trame et approfondir éventuellement des éléments sur lesquels vous êtes moins à l'aise. Répéter 1 ou 2 fois, voire plus, ça peut suffire. Ne répétez pas trop non plus pour que ça ne soit pas trop robotique. Ne surestimez pas non plus l'enjeu. Si vous vous trompez à un moment ou si ce n'est pas parfait, c'est pas grave. Est-ce que si vous ratez cette fois-ci, c'est vraiment votre dernière chance ou pas? Et qu'est-ce qui se passerait réellement si tout ne marchait pas comme vous le souhaitiez pendant cette séance? C'est des choses qui vous permettent notamment de relativiser là-dessus. Maintenant, quelques conseils pour s'entraîner. On vous propose de vous entraîner dans des conditions qui sont proches du réel, donc en utilisant notamment les équipements que vous utiliserez pendant cette séance. Et on vous propose ici de le faire devant un public, donc ça peut être vos proches, donc famille, amis, des collègues, etc. N'hésitez pas à les faire participer en tant qu'audience. Pendant vos répétitions, vous pouvez aussi adopter une posture dite exagérée, donc une posture de domination. Ces postures de pouvoir, elles vont notamment vous permettre de vous sentir plus à l'aise peut-être au moment où vous présenterez votre animation. C'est bien sûr pendant l'entraînement, mais ce sera nuancé au moment où vous serez sur le terrain. Et ensuite, vous pouvez simuler des situations burlesques. Donc, au moment où vous êtes en train de présenter, vous pouvez notamment réfléchir à des choses un peu absurdes que les participants pourraient faire. Donc, par exemple, commencer à danser la samba en plein cours. Ça vous permettra de faciliter la mémorisation et notamment de démystifier un peu votre auditoire. Le jour J, on vous invite à faire des exercices de respiration. La respiration, c'est un anxiolytique naturel, donc très utile. Si vous connaissez un peu la sophrologie, vous pouvez vous appuyer sur des exercices très simples. On vous invite aussi à vous mettre en mouvement, donc vous pouvez vous isoler pour vous étirer, vous décontracter ou faire des systèmes de pression et de détente de vos muscles. Donc, par exemple, en serrant les poings, puis en les desserrant et en faisant ça avec tout votre corps, ça peut vous aider à relâcher la tension. Et ensuite, n'hésitez pas à exprimer votre trac devant vos participants dès le début. Si vous simulez le fait d'être tout à fait à l'aise, peut-être que ça vous mettra finalement moins à l'aise et évidemment que vos apprenants, si la situation s'y prête évidemment, peuvent être tout à fait compréhensifs à ce sujet-là.
On va se focaliser maintenant sur la communication verbale et non verbale. Donc, une fois qu'on a parlé de cette gestion du stress, il faut savoir qu'il y a 3 types de communication. La communication verbale, elle concerne le fond de votre message, les mots, le langage que vous utilisez, etc. La communication paraverbale, aussi appelée prosodie, elle concerne la variation du volume de votre voix, votre débit et le timbre de la voix. Enfin, la communication non verbale, ça va concerner le langage corporel, le regard et les mouvements. Donc, il y a une étude célèbre d'un professeur qui s'appelle Albert Mehrabian, qui est professeur du coup à UCLA aux États-Unis, excusez-moi, qui a révélé que seulement 7% de la communication efficace se résume aux mots que nous prononçons, 38% vient du ton de voix et 56% dépend du langage corporel. Donc, ces 2 types de communication que je viens de vous présenter ne sont pas du tout à ignorer. Au contraire, ils sont assez importants pour bien capter son auditoire et il mérite qu'on s'entraîne à ce sujet-là. Donc, pour la prosodie, ou la communication paraverbale, excusez-moi, quelques conseils. Je vous invite notamment à faire attention à parler assez fort, donc à ce qu'on vous entende bien et à ce que vous articuliez bien, à avoir un ton de voix qui n'est pas monotone, à faire attention à bien réguler le rythme de votre parole et de votre débit, donc ne parlez pas trop vite, et à éviter d'employer des expressions complexes. Voilà. Un autre enjeu, c'est aussi d'avoir l'air motivé par son sujet, tout simplement, puisque si vous avez l'air motivé, vous allez entraîner de la motivation, de l'autre côté, de l'enthousiasme. Donc, quelques conseils, c'est moduler votre voix, créer des ruptures et des temps de pause, donc des silences, c'est très important. Surtout en animation, ça va permettre aux personnes d'assimiler les informations que vous venez de leur fournir. C'est des temps de réflexion, notamment pour les personnes et les apprenants que vous avez en face. Utiliser des mots aussi simples que possible et éviter les expressions béquilles du style alors, voilà, etc. Quelques astuces à ce sujet-là. Pour votre prononciation, votre débit, etc., entraînez-vous à répéter des phrases complexes avec un stylo dans la bouche. Enregistrez-vous aussi pour avoir une perspective externe sur la manière dont vous parlez, tout simplement. Et apprenez une phrase, puis répétez-la en modulant votre voix pour voir les différentes impressions que ça peut rendre. Excusez-moi. Ensuite, on passe à la gestion de la salle. Donc, comment est-ce que vous pouvez disposer votre salle en fonction des différentes activités que vous voulez donner? Premier élément, la disposition d'une salle, elle est essentielle sur la pédagogie qui est développée pendant une activité. On a tendance à peu y penser, notamment parce qu'on n'a pas forcément du matériel modulable à disposition, ou qu'on a l'impression qu'on va perdre du temps en modifiant sa disposition, mais il faut savoir que le fait de déplacer les tables, que les participants eux-mêmes déplacent des tables, ça peut finalement les aider à mémoriser ce qu'ils viennent d'apprendre, puisqu'ils vont associer ça à une certaine gestion de l'espace, etc., ou à un certain placement qu'ils avaient pendant la classe. Donc, on vous encourage à le faire. L'idéal, effectivement, en termes de matériel, ce serait d'avoir du matériel amovible. Ce n'est pas forcément le cas, donc faites selon vos moyens, effectivement. Mais pour des ateliers collectifs, c'est assez intéressant de se lancer dans cette démarche-là. Quelques exemples d'activités et de méthodes pédagogiques et des dispositions de salle qui sont les plus pertinentes. Donc, par exemple, si vous animez un exposé sur la protection des données personnelles, donc si vous avez un temps dans votre formation qui va être plutôt de la présentation magistrale, vous pouvez adopter ce qu'on appelle une formation type autobus, qui est la formation, je pense qu'on a tous connue à l'école. C'est une formation, du coup, avec des rangs les uns derrière les autres. Ça vous permet d'avoir une vision d'ensemble de la classe, mais ce n'est pas très propice à de la pédagogie active, puisque vous êtes au centre de l'attention. Il y a aussi une disposition dite en U, qui vous permet de faire contribuer les participants, notamment d'aller plus au contact d'un participant facilement. Donc ça va être très utile pour faciliter le dialogue ou pour tout ce qui est échange et débat. Mais ce n'est pas très idéal pour la prise de notes, puisque du coup, les personnes peuvent avoir tendance à se dissiper dans ce genre de contexte. Et enfin, la dernière disposition qu'on vous recommande, c'est la disposition dite en îlot.
Donc là, vous voyez que tous les îlots sont à une distance à peu près égale, ce qui permet notamment d'échanger entre îlots pendant des activités. Ça permet d'animer des travaux en sous-groupe, donc par exemple sur la thématique protection des données personnelles, et ça va favoriser l'entraide et la posture du facilitateur. Donc vous pourrez aller d'îlot en îlot de manière assez facile, mais les élèves eux-mêmes, enfin les apprenants pourront échanger entre eux. Alors attention quand même, parce que de par la configuration, le volume sonore risque d'être plus élevé puisque ça facilite notamment les échanges entre les groupes. Et donc ça va être particulièrement adapté pour la méthode active en groupe ou en autonomie, et notamment si vous souhaitez mélanger des groupes hétérogènes, ça va être assez utile. Enfin, la dernière disposition dont je ne vous ai pas parlé encore, c'est de tout simplement mettre sur le côté toutes les tables et donc de laisser un espace vide dans lequel les apprenants peuvent se déplacer librement, notamment pour tout ce qui est icebreaker. Donc s'il y a des jeux que vous avez prévus qui, par exemple, appellent à ce que l'apprenant se déplace ou soit en mouvement avec des gestes type clappement de main, etc., ça peut être pas mal. Maintenant, passons peut-être à la gestion de différents types de participants à vos séances d'animation. Je pense que chacun d'entre vous a déjà été confronté à un participant perturbateur. Vous, dans ce genre de cas-là, comment est-ce que vous gérez ces participants? Quelle attitude vous adoptez avec eux? Quelles actions vous mettez en place? Quel temps vous privilégiez pour discuter avec eux, etc. Je vous laisse me répondre dans les commentaires YouTube et me donner votre avis là-dessus. Je suis très preneuse. Et ensuite, vous voyez déjà un peu les méthodes qu'on met en place, mais je pense que du partage de bonnes pratiques entre tous les aidants qui assistent à ce live, ça peut être super utile. Alors déjà, pendant que je vous laisse rédiger vos réponses, peut-être comment est-ce qu'on reconnaît un participant perturbateur? Qu'est-ce que nous, on qualifie de participant perturbateur? C'est quelqu'un qui va, par exemple, abuser du temps de parole, qui va interrompre les autres, se lancer dans des récits très détaillés sur des sujets qui n'ont rien à voir avec ce que vous étiez en train d'aborder, qui vont adopter une posture plutôt fermée pendant l'atelier et assez détachée, donc qui vont faire part de leur manque d'intérêt. Comment est-ce que vous pouvez désamorcer la situation quand vous faites face à un profil qui a l'air très intéressé ou assez déconcentré? Déjà, le fait de récolter les attentes des participants en début d'atelier, ça peut aider à engager des personnes qui, peut-être à l'origine, seraient peu intéressées par l'activité. Et vous pouvez notamment rappeler le cadre de la formation, donc le fait que vous attendez des participants du respect, de la bienveillance, du partage et un droit à l'erreur. Enfin, si vous voulez réagir en direct face à la situation, vous pouvez tout simplement faire contribuer d'autres participants, donc valoriser le point de vue de ce dernier, et amener un autre participant à donner son avis sur le sujet qu'il exprime, et réserver un temps à la fin de l'atelier pour discuter avec ce participant, donc notamment pour désamorcer la situation, voir quelles sont ses attentes. Alors, je vois que Jean Huguenot dit « J'essaie de désamorcer par l'humour et lui rappelle son objectif et son rôle vis-à-vis du groupe ». Super, effectivement. Et Brett Bernard va lui donner une responsabilité. Effectivement, le fait de donner une responsabilité, ça peut engager ce participant. À ce sujet-là, nous animons un webinaire le 17 avril qui s'appelle « Comment motiver ses publics à se former au numérique ». J'invite, et je vous partagerai le lien à la fin du webinaire, à vous inscrire si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, on abordera notamment le sujet des freins motivationnels et de comment lever ces freins avec différents types d'apprenants. Enfin, en ce qui concerne plutôt des apprenants qui ne sont pas perturbateurs, mais plutôt simplement en difficulté, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que ces derniers soient isolés à un moment par rapport au reste du groupe? Alors, désolée, je vois qu'il y a eu des réponses sur les participants perturbateurs, donc je me permets de les partager à l'oral pour ceux qui ne voient pas forcément les commentaires tout de suite. Stéphanie Picot dit qu'elle les valorise et leur dit que chacun au sein du groupe a des choses à apporter, tout à fait. Et Pitel Lavallée reste aussi sur cet objectif-là de valorisation et rappelle pourquoi chacun est là et quels sont les objectifs de son groupe. Voilà.
Donc on reste quand même sur une responsabilisation ou une valorisation quand même de sa contribution. Donc pour les apprenants en difficulté, vous pouvez mettre en place différentes stratégies, on va dire, pour éviter que ces derniers soient laissés de côté, disons. Des stratégies graduelles de coopération peuvent aider. Donc, par exemple, différents types de coopération entre les apprenants peuvent être utiles. Donc, ce qu'on appelle l'étayage collectif sont des moments qui vont paraître peut-être plus égalitaires et qui enlèvent aux élèves les plus vulnérables le poids de leurs différences. Aussi des temps individualisés qui vont vous permettre de vous venir au soutien de ces élèves qui sont peut-être plus en difficulté par rapport à d'autres, et des temps de coopération entre les élèves, donc, qui vont encourager la confrontation des idées et qui vont notamment valoriser la contribution de ces élèves, dans lesquels vous pouvez d'ailleurs intervenir si besoin. Ensuite, en amont de votre séance, vous pouvez penser à différencier dès la conception l'enseignement par les productions attendues. Donc, quand vous réalisez une activité, pensez peut-être à différents niveaux d'attente sur chaque activité. Donc, par exemple, pour la thématique communication par email, vous pouvez proposer à des personnes qui sont déjà suffisamment à l'aise de réaliser ces activités type envoyer un email depuis leur boîte mail directement, tandis que pour des personnes qui sont moins à l'aise, vous pouvez passer par un simulateur. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez varier les contextes, les espaces, etc. pour adapter le niveau à ces différentes personnes et en fonction de ce que vous voyez au moment de l'animation, en termes de niveau, vous pouvez adapter puisque vous aurez déjà réfléchi à ça en amont. Ensuite, on vous propose aussi de mettre en place une table d'appui. Donc ça va notamment responsabiliser les apprenants sur ce qu'ils vous demandent. Donc il ne faut pas non plus que ce soit un obstacle. Donc c'est pour ça qu'avoir un climat bienveillant au sein de l'animation et du groupe est très important. Mais c'est ce qu'on appelle une table d'appui. Donc pendant une activité à réaliser en autonomie, les personnes peuvent venir vous voir pour vous demander de l'aide. Donc ça va être particulièrement intéressant puisque si des personnes qui sont à un niveau plutôt bas par rapport au reste du groupe voient que d'autres personnes osent demander de l'aide alors qu'elles sont censées avoir un niveau plus avancé, ça peut notamment les encourager à le faire. Enfin, vous pouvez mettre en place de l'apprentissage par les pairs. Donc ça, c'est très valorisant, que ce soit pour les personnes qui vont être dans ce rôle de tuteur, disons, ou pour les personnes qui ont un niveau plus faible, puisqu'elles vont aborder les sujets d'une autre manière avec les personnes qui ont un niveau plus faible. Et c'est valorisant pour les apprenants qui enseignent, disons, puisque eux-mêmes vont avoir un effort de mémorisation et d'explication à faire qui va beaucoup les stimuler et vraiment augmenter la compréhension du sujet. Mais ça va aussi leur permettre de se sentir reconnus dans ce qu'ils apportent au sein de la séance. On vous présente bien sûr ces modalités pour aider à inclure les apprenants en difficulté, parce qu'on sait très bien que les apprenants que les groupes peuvent être très hétérogènes quand on anime, et que c'est quelque chose qui doit être pensé en amont. Voilà. Comme je vous le disais, l'ambiance bienveillante, elle est primordiale dans ce genre de cas-là. Si vous êtes intéressé par ça, je vous redirige aussi vers un article et un conseil en vidéo que vous pourrez retrouver dans notre support. On arrive proche de la fin de ce webinaire, donc je vous invite à poser vos questions dès maintenant si vous en avez dans le chat, et en parallèle, je vais vous présenter en quelques minutes très rapidement les dernières thématiques et les dernières ressources. Donc ici, vous avez notamment des ressources sur la posture de l'aidant si vous voulez approfondir tout ce qui est en lien avec l'animation. Donc vous pouvez notamment retrouver un guide et plusieurs guides sur les différents types d'animation que vous voulez faire, donc animer des ateliers collectifs, animer des activités brise-glace, etc. Là, je vais vous présenter le guide et j'espère qu'il va charger rapidement. Donc ça, c'est sur l'animation d'ateliers collectifs. Ça reprend notamment des choses qu'on vient de voir ensemble, mais ça approfondit plein d'autres éléments, donc je vous le recommande vraiment. Alors, excusez-moi pour les lenteurs, encore une fois. Alors, super. Voilà, là, on vous instruit un peu sur la préparation, comment démarrer la formation, donc ce que je disais par rapport aux icebreakers, par exemple, ou une fiche résumée. Et voilà, n'hésitez pas à poser vos questions-réponses, du coup, pendant les 5 dernières minutes qui restent, si vous en avez.
Merci d'ailleurs à tous pour vos contributions sur la gestion des participants. Alors, bonjour, on aurait aimé avoir plus d'informations sur les codes d'accès et l'espace apprenant pour les différents ateliers numériques. Alors, pour ça, si vous voulez, je peux vous renvoyer vers une playlist que je peux mentionner dans le support qui récapitule, donc c'est des vidéos tutos qu'on a sur notre chaîne YouTube qui récapitulent notamment les différentes méthodes de partage de ressources avec les apprenants. Donc, vous aurez une vidéo de présentation sur comment utiliser les codes d'accès et une vidéo de présentation sur comment, alors maintenant vous avez ce qu'on appelle l'assignation de parcours et de ressources et le fait de rattacher un apprenant à son compte et de pouvoir lui partager du contenu en direct sur son espace. Donc vous aurez aussi un tuto là-dessus. Je peux vous partager la playlist. Ah bah voilà, très bien. Elle est juste ici si vous le souhaitez, donc dans les commentaires. Donc, comment bien s'y prendre pour les ateliers si les participants sont en situation de handicap? Il y a toute une réflexion à avoir en amont, peut-être un recensement des besoins du groupe que vous allez avoir et une réflexion sur les équipements que vous mettez à disposition ou le rythme de vos activités. Donc, par exemple, quelqu'un qui va avoir des handicaps sur la mobilité, donc je pense, ou sur des choses motrices, donc par exemple les mains, aura peut-être besoin de plus de temps. Donc il y a peut-être une révision, par exemple, du timing à prendre en compte pour ces personnes qui sont en situation de handicap ou des adaptations en termes d'équipement qui sont à faire pour les activités. Ça, du coup, c'est intéressant en termes de cadrage, de bien définir les problématiques qui sont rencontrées par les potentiels apprenants. Alors, Oiseau Eco dit qu'il y a beaucoup de ressources à insoupçonner à disposition des aidants numériques. Effectivement, je vous invite à explorer notamment tout ce qui est en lien avec posture de l'aidant et développer son projet. Donc, il y a beaucoup de ressources qui sont vraiment dédiées aux aidants et à vous faire monter en compétences en tant qu'aidant numérique là-dessus. Voilà, il nous reste 2 minutes, donc je vais me permettre de vous partager très rapidement les dernières ressources, notamment de vous tenir au courant de l'actualité. Excusez-moi, je n'arrive plus à passer ma slide. Voilà. Alors, peut-être en premier lieu, je vous invite, si vous souhaitez contribuer à notre démarche de commun numérique, à nous partager des contenus. Donc, vous allez voir que dans le questionnaire de satisfaction que je vais vous envoyer tout de suite, vous avez un encart qui est dédié au partage de contenus et de ce qu'on appelle les ressources de la communauté Les Bons Clics. Ces ressources-là, on aimerait les diffuser sur notre plateforme. L'objectif, c'est qu'elles soient disponibles pour tous les aidants, donc plus de 85 000 aidants sur notre plateforme, qui pourront en profiter pour animer leurs ateliers ou pour monter en compétences. On recherche aussi en ce moment des personnes pour nous aider à actualiser nos contenus ou des structures pour nous aider à actualiser nos contenus pour offrir un accompagnement de qualité avec des contenus qui sont à la page, puisque comme vous le savez, le numérique évolue très vite et notamment tout ce qui est en lien avec les opérateurs de services essentiels, et c'est des choses qui sont très utilisées sur les bons clics, évolue aussi très rapidement, donc on vous propose de nous donner un coup de main là-dessus. Enfin, si vous souhaitez être accompagné en tant que structure dans votre stratégie d'inclusion numérique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse contact@lesbonclics.fr. Je vous partage tout de suite les 2 webinaires qu'on a à venir cette année. Donc là, pour le moment, en avril, vous aurez un webinaire qui s'appelle « Comment motiver les publics à monter en autonomie sur le numérique ». Donc c'est celui que je vous présentais pendant le live. Vous avez aussi un webinaire avec cybermalveillance qui est destiné aux apprenants. Donc maintenant, on fait ce format-là. Je vous partage le lien tout de suite, Eventbrite, sur la conversation si ça vous intéresse. N'hésitez pas aussi à scanner le QR code qui est affiché sur l'écran juste ici pour laisser votre avis sur le webinaire. Donc les remarques positives comme négatives, on prend. On est très preneur de vos retours là-dessus.
Et c'est aussi dans ce formulaire que vous retrouverez du coup une section dédiée si vous voulez nous partager des ressources tierces, donc des ressources auxquelles vous pensez qui seraient utiles à tous les aidants de la communauté Les Bons Clics, ou des ressources ou que vous souhaitez contribuer à la mise à jour de nos contenus. Donc laissez-nous votre adresse email à ce moment-là dans ce formulaire et on vous recontactera. Enfin, on vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, on partage plein de contenus sur l'actualité de l'inclusion numérique. Sur YouTube, comme je vous disais, vous pouvez retrouver les tutos dont je vous parlais juste avant. Ça va être des tutos sur de la pédagogie, de la montée en compétences en tant qu'aidant, mais aussi des tutos sur notre plateforme. Donc, comment la prendre en main, comment profiter de toutes ces fonctionnalités. Ensuite, on a aussi une newsletter qui est dédiée aux professionnels et aux bénévoles de la médiation numérique. Et je vous invite aussi à l'utiliser ou en tout cas à vous inscrire. Et enfin, je vous remercie vraiment pour votre contribution. Passez une très très bonne journée. J'espère que cette formation vous a été utile et que ça vous permettra de concevoir, d'être plus à l'aise dans la conception et dans l'animation de vos ateliers. Et je vais arrêter le live. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne journée.